Bonjour, Michel Aimé. J'ai rien à voir avec le développement durable, si, mais je voudrais votre attention soutenue et durable. Voilà, je commence comme ça parce que je vais remettre en cause un certain nombre de choses. Je suis un ancien dirigeant dans le secteur agroalimentaire et je suis REA depuis de nombreuses années. J'ai toujours été passionné par effectivement le développement qui nous permet d'épargner la planète. Alors j'en suis un bon exemple personnel puisque je pratique la lombriculture. Premièrement, vous savez ce que c'est, des verres spéciaux qui me permettent de réduire mes déchets de 30%. Et puis j'économise tous les ans à peu près 8% depuis 3 ans de mon énergie dans le défi national de famille à énergie positive. En revanche, sur tout ce qui a été dit, qui est passionnant et intéressant, il y a un certain nombre d'objections qui sont de nature nombreuse. J'ai parlé tout à l'heure des objections que j'avais sur le plan économique. J'ai autour de moi des PME, puisque je suis un ancien dirigeant de PME, qui me disent, moi, le développement durable, je ne veux pas en entendre parler si mes clients n'exigent pas ou si l'État n'exige pas les nouvelles normes. C'est ce qu'on disait, les normes. Mais si je dois augmenter mes coûts de 10 ou 20%, excusez-moi, je ne le ferai pas pour vos beaux yeux. Et ça, on est dans l'univers PME. Les exemples qui ont été donnés sont ceux de grandes entreprises avec une connotation aussi affichage. Car la communication est aujourd'hui essentielle. Les Anglais disent window dressing avant de présenter le bilan. C'est ce qu'on montre à l'extérieur. Après, il faut voir l'intérieur. C'est ce que vous disiez, comment on peut évaluer effectivement cette progression. Et ce n'est pas évident du tout d'évaluer cette progression et à quel coût elle se produit. Comme je vous disais, l'étude disait que 80% des innovations durables coûtent plus cher que les innovations classiques. Donc, dans quelles conditions peut-on passer au développement durable ? Et puis en arrivant en avion hier, je suis arrivé à Marseille, c'est bien, il y a toujours du vent à Nice. Je regardais un petit peu, on va parler d'autres choses avant que je vous présente nos invités. Je regardais l'article du Monde aujourd'hui, hier, dans l'enfer des déchetteries et ouvertes au Kenya et ailleurs. Le monde entier n'est pas prêt à ce développement durable. Il y a des pays qui n'avancent pas. Et les plus grandes démocraties n'avancent pas. Qu'elles s'appellent, vous savez, les États-Unis. Au dernier salon de Détroit, ce qui marche bien, c'est le besoin des consommateurs. C'est les gros pick-up à 18 ou 25 litres aux 100 km. Et il n'y a que ça qui marche bien. Ils savent ce que veulent les consommateurs là-bas. Ils ne les trompent pas. Oh, excusez-moi pour le jeu de mots. Donc, les grandes démocraties ont beaucoup de mal. L'Inde, c'est une catastrophe, vous le savez. Alors, on va parler tout à l'heure de recyclage. Et on voit des pays qui avancent très très peu dans ce... Et j'ai un frère qui est très écologiste qui me dit ce que tu fais comme effort et ce que nous faisons individuellement avec 3 milliards de smartphones et 7 milliards d'individus qui ne demandent qu'à consommer, nous sommes une petite goutte d'eau. Alors il va falloir qu'on ouvre le débat là-dessus pour savoir comment l'effort de chacun, et ça c'est très important, peut permettre effectivement d'aller dans cette voie. Alors, je vais commencer par... le débat va être ouvert et je voudrais qu'il soit aussi animé et provoquant que possible. J'aime bien la provocation, ça permet de retenir un peu plus que le théorique parfois. Alors, à ma droite, une grande chercheuse dont je connaissais le nom, mais que j'ai découvert avec plaisir au téléphone en préparant ça. Elle est aussi CNRS et Sorbonne à Paris. Et elle va vous parler des batteries, du recyclage, des liquides fondus. J'ai même plus mes notes, mais elle fait beaucoup de choses et elle dirige 30 personnes. Alors ça, c'est fabuleux. Et en plus, elle a le sourire. Tous les chercheurs n'ont pas le sourire comme elle. Hein. Et puis à droite, il y a un grand expert. Alors lui, il évolue dans les grandes sphères. Stratosphère, expert du climat. On n'a pas beaucoup parlé du climat. Il faudra qu'on en parle. On n'a pas beaucoup parlé de la ville aussi. Le développement durable, c'est la ville. Et attendez, hier, dans le car, je regardais. La ville, elle n'est pas aujourd'hui développement durable. Vous voulez tous une maison. Ben, ça coûte en développement durable des fortunes. La maison qu'on met à 20 km du centre des villes. À Nantes, je participe dans un think tank à ce genre de problématiques. Et le développement urbain pose un énorme problème parce que, comme les Américains, on veut aller toujours plus loin. Et ça coûte très cher en transport, en pollution et en voiture. La France est un des pays qui avance le moins vers le vélo. Vous le savez, ça, de tous les pays d'Europe. Donc, développement durable, c'est bien. Moi, je préfère le développement du pédalier. Mais bon, alors, donc, voilà nos deux intervenants. On attend Jessica, qui est une créatrice et qui vous parlera de ses logiciels et de l'aide à la formation. Alors, on commence par vous, Anne-Laure. Vous avez beaucoup de choses passionnantes à nous dire. Et elle travaille sur les batteries. Alors, on ne va pas manquer de ressources.
Merci pour le petit jeu de mots. En fait, quand on a préparé l'atelier, je voulais souligner pas le fait que notre groupe travaille sur les batteries, mais aussi sur le recyclage des batteries et sur le recyclage des terres rares, mais surtout sur la fonction qu'on a en tant que chercheur, qui est de préparer les produits ou les options qu'il y aura demain. Et en fait, il faut qu'on soit très en avance sur tout ce qui va être produit ou tout ce dont on aura besoin dans 20, 30 ans. Et par exemple, pour revenir au recyclage, puisque c'est un thème d'actualité, donc on travaille sur le recyclage des batteries au lithium, il existe actuellement 2 voies, l'hydrométallurgie, la pyrométallurgie, qui sont moyennes. Et on se dit, il faut absolument qu'on explore la 3e voie. En fait, Christian et moi, on a travaillé sur le recyclage des déchets nucléaires par voie pyrochimie, c'est-à-dire qu'on utilise des sels à très haute température qui servent à cramer un petit peu tout et en même temps à pouvoir retrier sélectivement chacun des atomes. Et je pense que dans l'aluminium, vous devez bien connaître la pyrochimie. Et donc, on s'est dirigé vers cette voie. Peut-être que c'est totalement... ce sera sans issue. Mais ce qu'il faut qu'on puisse proposer en tant que chercheur bien en amont aux entreprises qui développeront les procédés, c'est on aura exploré parfaitement la voie pyrochimique, la voie hydrométallurgique et la voie... qu'est-ce que j'ai oublié enfin, les 3 voies possibles, ou voire d'autres voies, pour que quand la chaîne de production va s'établir, on soit tout de suite sur la meilleure solution et pas qu'on ait à revoir la chaîne de production. Parce que j'ai bien semblé comprendre que changer une chaîne de production, c'est compliqué. Et les petits pas, ça coûte peut-être beaucoup et c'est très courageux. Donc nous, on essaye d'être très en amont, mais c'est effectivement assez délicat. Et ce qu'il y a, c'est que, comme vous, par rapport aux consommateurs, vous êtes liés à la mode. Nous, dans la recherche, on y est liés à la mode, dans le sens où on n'a plus de financement récurrent. Donc on va chercher des projets, donc il faut que les projets soient à la mode, et donc il faut qu'on arrive à avoir une attitude proactive pour dire non, il faut penser tout de suite au recyclage, il faut se battre avec les subventions pour aller chercher pour leur prouver qu'il faut qu'on aille vers ces voies-là, et donc développer des crédits, des appels à projets spécifiques sur du développement durable. Et en fait, ce que je pensais en écoutant les débats précédents, c'est qu'effectivement, on ne peut pas penser ces voies-là sans penser qu'est-ce qui est prêt le consommateur, ou toutes les voies comme effort à faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et en fait, c'est pour ça qu'on doit, nous, pouvoir proposer toutes les options, même si voilà, il n'y en aura que sur 100 proposées, une de bonne. Mais il faut qu'on ait pu avoir eu le temps d'analyser tout ça. Et ce qui vous amène à dire, attention, un chercheur comme Anne-Laure, et ils sont nombreux, travaille dans le long terme. Or aujourd'hui, le consommateur et l'entreprise travaillent dans le court terme. Donc il y a un paradoxe qui est important. Ça c'est sûr, notre image ne fonctionne pas. Voilà, c'est mieux d'en avoir 2. Donc, court terme et long terme, c'est un des paradoxes, une des problématiques, et vous le disiez, monsieur, notamment quand on est élu. Hein, comment on travaille. Ah oui, ça c'est sûr que nous, on a le problème de temps. On a besoin de vraiment beaucoup de temps pour développer quelque chose, et ça, c'est un débat difficile avec les entreprises quand on travaille directement avec eux. Enfin, avec l'association REA et le projet REE, vous voyez bien qu'il faut arriver à ajuster les 2 mondes. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais. Alors, parlez-nous un petit peu de vos axes de recherche qui s'inscrivent dans le développement durable. Le recyclage, c'est passionnant ce que vous m'avez raconté sur les batteries, sur les terres rares, parce que ça aussi, ça fait partie du développement durable, avec comment dirais-je, un volet qui est géopolitique. On a un peu parlé du géopolitique, mais pas suffisamment. Parce que quand on parle des normes qu'on est obligé de respecter, pour moi, on est dans le développement durable contraint. Mais quand on décide soi-même en tant que dirigeant d'aller vers des valeurs autres, c'est différent. Parlons un peu
des problématiques de recyclage avec les terres rares. Ça, on est dans le développement durable. Oui, alors en fait, bon, évidemment, les terres rares, vous avez entendu parler, c'était en 2013, je crois, ouais, où la Chine est le principal et quasiment l'unique producteur de terres rares qu'on utilise dans toutes les petites technologies qu'on a dans les aimants qui servent dans les téléphones. Et donc il y a des études, notamment peut-être par le BRGM, enfin, Oui. il y a eu où on va être en pénurie, mais pas dans 100 ans, même dans 20 ans, de certains éléments, si on ne va pas vers le recyclage. Et la Chine, qui avait été, qui est le principal producteur et qui investit en plus, vous avez En Afrique et en ailleurs. Afrique, sur les endroits où on va trouver ces éléments, s'est dit, moi, j'ai pas besoin des pays industrialisés pour produire. Donc, du coup, je ferme le robinet. Ça a créé une grosse crise, je pense que. Et là, les gouvernements européens se sont dit, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Et du coup, il y a deux options. Et les deux options sont suivies. Je réduis les quantités de produits dont j'ai besoin dans chacun des produits. Donc ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est d'aller rechercher ces produits dans ce qu'on appelle maintenant les mines urbaines. Mais la difficulté qu'on a, c'est que puisqu'on a réduit les quantités d'éléments, c'est facile de recycler du fer. Finalement, on a de la ferraille, il y en a une grosse quantité dans une tonne de déchets. Aller recycler du néodyme dans un ordinateur, vous allez avoir peut-être combien, 500 mg, quelque chose comme ça, sur 1 kilo. Donc il va être très difficile d'aller chercher chacun des éléments. Et là, on doit trouver toutes les étapes, parce qu'il va y avoir des étapes énergétiques de broyage qui vont être importantes, de dissolution. Donc actuellement, on va utiliser des voies encore hydrométallurgiques en utilisant des acides très forts. On va récupérer par électrodéposition, donc il va falloir utiliser du courant. On va avoir donc tous ces acides pleins d'effluents, et donc on se retrouve avec une deuxième pollution c'est pas plus facile de faire travailler des petits Africains ou des petits Indiens? Je suis un peu provocant, mais c'est un peu ça sur le plan économique. Actuellement, tant que c'est moins cher d'acheter de produire en Chine, on va chercher comme ça. C'est jusqu'à temps qu'on sera au blocage. Mais nous, en tant que chercheurs ou en tant qu'organisme de recherche, il faut qu'on ait, avant que ces problèmes arrivent et on soit au pied du mur, qu'on ait des solutions à peu près viables et qui ne fassent pas monter les prix d'un facteur 10 de chacun des produits. Et ça, c'est... pour l'instant, on est dans la petite pente qui monte. Et vous disiez aussi, il faut qu'on anticipe sur le niveau de recherche des industriels, parce que lorsqu'un industriel a consacré de l'argent et de la recherche en appliqué à une technologie, il a du mal à se remettre en cause quand des chercheurs arrivent en disant j'ai peut-être une nouvelle option opérationnelle dans 2 ans. Ça c'est peut-être pas moi qui va répondre, c'est plutôt tous les industriels. Je crois que c'est assez clair. Donc, une vraie problématique. Et puis aussi, un des difficultés qu'on a pour mettre en place ça, c'est que voilà, on va travailler par exemple sur les technologies de ce type d'ordinateur. Et puis, disons, projetons-nous plutôt il y a 20 ans. On avait les ordinateurs, on savait ce qu'il y avait dedans. On développe notre procédé de recyclage, on est très content, ça marche. Et voilà, il y a des tablettes, il y a des iPhones, il y a des trucs. C'est pas la même technologie. Et tous nos trucs sont obsolètes. Et là, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Il faut qu'on arrive à finalement quasiment faire de l'espionnage industriel pour savoir qu'est-ce qu'il faudra recycler pour prévoir. Mais voilà. Très très difficile. Et l'autre composante qui est intéressante, on est au milieu là de l'esprit de rue, c'est rapprochement université-entreprise et laboratoire. C'est quel est le type de coopération que vous avez avec les industriels? Comment elle se passe? Comment fonctionnez-vous? Et est-ce que vous pouvez intégrer cette composante développement durable quand vous leur en parlez? Et comment ça se passe, cette coopération? Alors souvent, et c'est même vrai dans les appels à projets qu'on va faire rien qu'avec des académiques, il faut des fois qu'on ait des preuves de concept. Donc en fait, il faut qu'on ait nous-mêmes prévalidé. Il faut qu'on ait investi des billes, finalement, qu'on ait fait de l'investissement sur nos propres fonds pour préparer des preuves de concept en disant oui, ça vaut le coup d'aller voir ça. Et puis après, on essaye d'en parler. Vous savez, on travaille là-dessus, ça pourrait vous intéresser.
puis on revient. Donc là, on est par exemple sur les fabricants de batteries, on essaye de leur dire, ah ben, on travaille là-dessus, ça vous intéresserait pas qu'on ait un partenariat, qu'on voit. Et bon, pour l'instant non, mais peut-être que petit à petit, on y arrivera. Alors, la substitution du lithium ou des matériaux rares, vous Ah oui. travaillez là-dessus aussi? Oui, alors bah, ça, c'est il y a un grand réseau national qui s'appelle le réseau RS2E, je crois qu'il a Oui, changé c'est de ça, nom. électrique, électronique, Ouais, et des peut-être déchets. qui est devenu Storex, Voilà. parce qu'il a été Il renouvelé. porte un autre nom. Oui, Storex. Oui, c'est ça. Donc là, c'est des grandes initiatives et c'est pas mal. Et ce serait pas mal qu'il y en ait un peu plus sur le développement durable, sur le recyclage. Il faudrait même que ce soit au niveau européen, parce qu'ensemble, on a plus de force. Et ce que disait Christian sur le fait d'être open source et de dire que ben, moi, je fais quelque chose et ailleurs, ben, il y a d'autres idées et on voit on peut être compétitif ou qu'il y a des ressources qu'on peut utiliser ailleurs, fait qu'on va être bah voilà, compétitif, ça va être possible de le faire. Et donc dans le réseau RS2E, il y a des développements sur les batteries au lithium. On sait que c'est un matériau un élément qui va devenir un problème. Et donc on tente de faire des batteries au sodium, des batteries au magnésium. Donc dans notre laboratoire, on développe aussi ce type de matériaux pour répondre, des batteries aussi tout fluor, qui est beaucoup plus original et beaucoup plus difficile. Les concepts, en fait, il y a des concepts qui ont été qui ont été proposés il y a peut-être 30 ou 40 ans, mais où on n'a pas été plus loin parce que voilà, les batteries au lithium ont emporté le marché. Mais, donc voilà, il y a beaucoup d'exploration qui s'est faite sur étendre ou augmenter ou proposer un panel plus intéressant, plus important, pour que quand il y a un problème, on puisse répondre tout de suite. Voilà, vous me parliez aussi au téléphone de quelque chose que j'ai appris qui me paraît fascinant, c'est qu'aujourd'hui le recyclage des solvants qui sont utilisés dans l'industrie chimique et dans l'industrie électronique est un véritable problème. Et ils travaillent sur de l'eau, n'est-ce pas? Disons, alors nous, pas exactement, mais après il y a plusieurs voies et ça, peut-être même toi, tu vois, il y a des, même dans l'université, on essaye de proposer des formations pour que les futurs professionnels soient sensibles ou aient des compétences dans le développement durable. Et donc là, d'ailleurs, Christian a monté une L3 mineure, c'est-à-dire que maintenant les étudiants, alors là, moi en tant que CNRS, je suis un peu plus flou, mais vous avez une dominante sur par exemple de la physique, de la géographie ou quelque chose, et puis vous vous cultivez sur autre chose. Donc c'est une mineure. Et donc il y a une mineure environnement, ce qui leur permet, s'ils sont physiciens, d'avoir des compétences en biologie, en climatologie. Double compétence, double, triple compétence. Une grande ouverture, enfin même en géographie, en géologie. Et donc ça permet de former des professionnels de demain qui auront les compétences larges, pour répondre. Non, mais c'est de l'utopie. Moi, je reviens à ma question, parce que je trouve ça fascinant qu'on puisse aujourd'hui faire des produits de synthèse avec des solvants à l'eau. C'était ma question. Oui, j'ai oublié. C'est que, donc, il y a eu beaucoup de débats sur effectivement, dans la communauté scientifique, à essayer d'aller vers des choses plus vertes. Donc, on a des synthèses chimiques qu'on connaît bien, dans des solvants organiques, et qu'on essaye de reprendre et de refaire dans des milieux beaucoup plus anodins, type l'eau. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour reprendre ou rechanger les synthèses et les faire dans des milieux tels que l'eau, ou alors prendre des solvants qu'on peut recycler facilement. Alors là, il y a eu tout un mouvement qui s'est développé dans les années 90, ça s'appelle des liquides ioniques à température ambiante, et en fait, c'est pas tellement qu'ils vont être verts si on les relâche dans l'environnement, mais simplement qu'ils ont une tension de vapeur faible. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple de l'acétone, que vous avez tous connu. Ça s'évapore, et du coup, on ne contrôle pas ce qui se passe. Alors que là, comme ils ont une tension de vapeur faible, donc ils ne s'évaporent pas, ils restent toujours bien en phase liquide, on maîtrise bien leur système. Et après, on essaye de faire des systèmes à deux phases. C'est-à-dire qu'on récupère les saloperies, par exemple, dans l'eau, on récupère notre liquide ionique et on recommence le système en boucle. Et très rapidement, il y avait eu un truc c'est un recyclage sans évaporation, ça. Oui, exactement. En fait, très bien. C'est d'essayer de maîtriser. Donc là, soit on fait des synthèses dans des systèmes fermés en boucle, soit on va essayer d'aller vers des solvants qui sont beaucoup plus anodins vers
voyez, là, vous Vers avez le- la preuve Et que donc, il y a des filières de formation à l'université qui appuient là-dessus. la science travaille vraiment au Ouais. développement durable et à la préservation de la planète, et ça fait plaisir à entendre, hein, parce que c'est pas le cas partout. Je crois qu'on va pouvoir passer maintenant la parole à un autre expert qui va nous amener dans les stratosphères internationales du climat, de la ville et de tous les enjeux planétaires qui tournent autour de vos études, de vos analyses et de vos expertises, Stéphane. Avant d'accueillir Jessica, qui doit toujours être sur la route, à moins qu'elle soit venue à vélo. Oui, bonjour à tous. Peut-être pour présenter l'association, on va voir un film ensemble d'1 minute. Donc je pense que tout le monde pourra accepter ce temps-là, et ce qui permettra d'introduire directement ensuite ce sur quoi je vais vous parler. Non, quoi? Non, mais... Ah, merde. Attends, je vais mettre Le volume. D'accord. Attends, je sais pas si vous savez F4. Tout seul? Ouais. Ah ouais, dupliquer, là, on clique. Je pense qu'il faut prendre l'icône elle-même en fait. Il faut la mettre à 0, voilà. C'est bon. C'est volontairement très court parce que sinon les gens Super, ne regardent aussi pas en beau que général. Choya. Hein, aussi beau qu'il soit. Les images nous ont été offertes par des bénévoles, effectivement, et puis les musiques, enfin voilà, il y a tout un petit truc derrière, parce qu'effectivement, quand on communique de manière trop technique, les gens les disjonctent en fait, assez rapidement. Alors peut-être juste pour que vous compreniez la genèse d'Énergie 1050, parce que ça va répondre un peu à l'objet de l'atelier, et de cette question sur les utopies, et comment on essaie de les traduire en action concrète, parce que c'est quand même ça notre objectif, j'ai envie de dire à tous dans la salle. Alors peut-être juste moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans ces sujets, je suis le climat depuis pas mal de décennies, on va dire, malheureusement, et ça fait partie des choses qui ont justement été à la genèse d'Énergie 2050, c'est de se poser une question, pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est tous bien, on a tous des briques d'action, alors finalement ça se complète assez bien, mais dans le concret au niveau international, on ne va pas rester sur le constat, mais enfin l'aventure n'est pas très très sympathique. Qu'on regarde l'agenda des ODD, l'agenda du financement, l'agenda du développement, l'agenda du climat, il y a quasiment tous les capteurs qui sont au rouge, et on a beau ici réfléchir, on a un problème de temporalité. Et cette temporalité, nous on se l'est posée il y a 8 ans, alors on a démissionné quasiment, enfin moi en tous les cas j'ai démissionné de pas mal de fonctions, et quand on a créé Énergie 2050, c'était pour se poser cette question, et on ne savait pas que ça allait marcher, parce qu'on est une ONG sans financement public, c'est-à-dire qu'on a des programmes européens, des programmes de coopération, Nations Unies ou autres, mais finalement on n'a pas de subvention. Alors tout le monde nous dit mais pourquoi? Finalement on l'a pas vraiment demandé encore, on va se poser la question, on essaie de voir, mais on a bien notre indépendance, alors on ressemble un peu à ces gros think tanks américains comme WRI ou autres, mais finalement on n'est pas un gros think tank, et on est juste une ONG. Alors Stéphane, qui est-ce qui vous finance? Il faut poser la question Programme directement. européen, Horizon 2020, European, voilà, Erasmus, Interreg, programme des Nations Unies, programme des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement, Banque mondiale, des pays qui nous financent aussi en direct pour les stratégies climat, des villes, des territoires en France et à l'étranger, et puis aussi des formations qu'on fait. Voilà. Donc finalement, on est assez ce qu'on appelle une ONG de compétences, et sur le territoire français, une ONG non financée, c'est assez rare, mais bon, on en est assez fiers quand même. Alors, pourquoi on l'a créé et quel est notre périmètre? Et là, je réponds à l'utopie. Quand on l'a créé, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qui devrait être mis en place? Alors, on était un peu en amont de l'accord de Paris. Vous vous souvenez, l'accord climat qui dit, voilà, processus ascendant, c'est les États qui disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On additionne et on regarde si ça marche. Bon, ça ne marche pas, mais néanmoins, c'est bien. C'est ascendant, c'est un nouveau processus. Il est plus descendant. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous, déjà, il y a bien pas mal de temps, il y a 8 ans, le réseau a 15 ans à peu près, et l'ONG a 8 ans.
on s'est dit on travaille sur la systémique du développement. Alors c'est un joli rêve super ambitieux, ça c'est une utopie. Pourquoi? Finalement on travaille sur vachement de sujets. Alors bâtiment, ville, énergie, climat bien sûr, mais c'est du transversal, genre, eau et ainsi de suite. Je mettrai des points de suspension, biodiversité, usage des sols. On n'a pas la prétention d'être des champions partout, mais on crée des passerelles. Alors les passerelles, c'est super intéressant. Un bâtiment n'a de sens que s'il a une emprise territoriale. Si je ne questionne pas la chaîne d'usage, j'arrive à des verrous. Et ça, on ne l'a pas encore dit aujourd'hui. Ces verrous, c'est ce qu'on doit surtout éviter. Dans une situation de crise, si en plus vous mettez un verrou, c'est comme si vous essayez d'avancer avec des boulets. Je peux vous assurer, essayez chez vous de mettre juste une entrave et vous verrez, ça ne marche pas du tout. Qui est-ce qui met en place les verrous? C'est tous nos modes de fonctionnement et organisationnels, multi-acteurs et cette logique de pseudo-court terme avec des agendas très contradictoires et des intérêts divergents. Ça aussi, quand on fait la typologie de tous les acteurs, le multi-acteur, c'est un joli mot, on peut tous en rêver, mais bon, je crois qu'ici il y a tous des praticiens. L'air de rien, l'intérêt divergent, vous le voyez au niveau d'un territoire, des acteurs, des États, point de suspension, et même du citoyen qui joue avec une schizophrénie délicieuse, moi le premier, et donc voilà. On est tous schizophrènes plus ou moins, très clairement. On fait tous des grands écarts, qu'on soit souple ou pas, on a tous des écarts plus ou moins grands. Et regardez les problématiques du glyphosate, de la pêche électrique, on est tous au niveau des grands enjeux, dans des écarts schizophréniques. Tout à fait. Alors, du coup, l'ONG, voilà, ça vous avez compris, on travaille sur tous ces sujets. Et alors, deuxième rêve, qui était encore là aussi un peu une utopie, c'était de se dire, on va travailler avec tout le monde. Alors, comment une ONG non financée par des publics peut faire de l'entrisme dans les pays du Sud et ou même en Europe? Je vais vous dire, c'est un challenge et ça a marché. On est vraiment dans 30 pays. Si on prend l'exemple de l'accord de Paris, Énergie 2050 a fait 7 contributions nationales de pays africains et d'États insulaires dans le cadre de l'accord Paris. On accompagne des territoires, prenons l'exemple d'Agadir, Grand Bassam, Dakar ou d'autres. Donc on a vraiment les mains dans le cambouis. Et ce qui nous permet de toucher un peu cette fragmentation de la réalité qui fait que finalement ça ne marche pas. Parce que, par exemple, on a des formations, je pense à la formation, en Afrique sur la transition énergétique, avec des urbanistes, des gestionnaires urbains, des architectes. Je peux vous assurer, le mot transition énergétique, ils ne le visualisent pas du tout comme nous. Et quand vous envoyez un prof d'ici qui va expliquer ça là-bas, on est un peu dans de la science-fiction quand même, parce qu'ils n'ont pas la réglementation thermique, ils n'ont pas la planification territoriale, et ils ont aussi une rareté de finances, ils ont des urgences, ils ont des sauts de grenouilles à faire, le leapfrog, ils ont plein de choses. Donc, tout ça, quand on commence à le prendre en compte avec un peu un visage pluriel, c'est nos vécus, on est tous un peu des vieux, les fondateurs, quelque part à un moment donné, d'abord ça peut être pour la modestie, et on s'aperçoit que notre chaîne de valeur, on doit la re-questionner. Donc du coup, ça marche. On arrive à bosser avec des États, des gouvernements, les institutions internationales. On publie par exemple pour la francophonie le guide des négociations climat. C'est la Bible des négociations, c'est le document qui est peut-être le plus téléchargé de la francophonie, traduit en anglais, ça fait 4 ans. On participe aux négociations, parmi nos membres on a le président du groupe Afrique. On a vraiment du joli monde et aussi du citoyen. Mais je ne vais pas aller toute la chaîne parce que je vais aller vite sur les quelques exemples. Mais on descend ensuite jusqu'au citoyen. Et par exemple ce guide-là, on le traduit aussi pour le citoyen. On a fait le même pour le citoyen. Parce que si on vous parle des négociations climat, je peux vous dire, vous allez me parler de 99% des choses qui ne sont pas à l'agenda des négociations climat. Et ça pollue le débat, et ça nous pollue, nous les experts. Et franchement, vous freinez le processus, on freine le processus. Donc on a plein d'ONG qui font du plaidoyer, nous on n'en fait pas, on refuse d'en faire. Vous avez vu les mots, témoigner des possibles, donc avec un S. Nous, c'est les projets, quand on arrive à les dupliquer, à les mesurer, on arrive à mettre en œuvre et on est à peu près rassuré. On se dit, dans une rareté de financement, dans un contexte réglementaire et ou humain et ou d'expérience différents, évidemment, ça peut marcher. Sinon, ça n'a pas de sens. Et puis à mon âge, j'ai envie que ça marche, vous en doutez bien, j'imagine, à l'âge de tout le monde. Alors, du coup, on continue, on va jusqu'aux citoyens. Alors, on a des programmes, je vous l'ai dit, citoyens, on y passe par l'émotion et l'art. Parce que pour des gens comme moi, puisqu'on est aussi très clairement, vous l'avez compris, des humanistes à la base, moi je pense que le développement doit venir du bas-ventre. Voilà. Il ne peut pas le venir de là-haut, parce que là-haut, ça fait que dans 40 ans, on sera, ou mes prochains seront là encore en train de discuter, et il y aura certainement beaucoup plus de capteurs au rouge qu'au vert. Donc ça veut dire quoi? On a mis un processus avec de l'art. Donc l'art, pourquoi? Parce que finalement, le citoyen, artiste ou pas artiste, lui aussi est quelque part un expert et un créateur. Depuis 5 ans, on a une exposition internationale qu'on fait d'année en année. Donc on a réussi à obtenir chaque année des pavillons assez incroyables dans les conférences climat. Par exemple à Bonn, la dernière, on avait 100 mètres carrés, on était un des seuls pavillons ONG dans les pavillons nationaux, puisqu'il n'y avait pas de pavillon ONG cette année. Donc on était un des 42 pavillons, 100 mètres carrés, vous imaginez, c'est monstrueux pour une ONG sans financement public, parce que ça vaut une fortune. Et on avait une exposition dans le pavillon de la francophonie et sur le nôtre, qui rassemble des gens à peu près du monde entier. Voilà. Donc pour vous montrer que cette espèce de grand puzzle, parce que c'est un puzzle, ça marche, on est assez épuisé. Je ne vous cache pas, parce que vraiment, voilà, la survie est compliquée. Il y a des mecs un peu partout, c'est chaud, enfin des hommes et des femmes. Mais voilà, donc quelques exemples concrets pour vous dire un peu pourquoi finalement, et je vais réagir en introduisant ces exemples, je pense que dans tout ce que vous avez dit, il y a un problème de temporalité.
c'est que si vous mélangez tous les agendas, je vais vous le dire, je suis super brutal, ça ne peut pas marcher. Parce que l'agenda des négos, c'est 20 ans. On est en train de faire prise en compte du GIEC qui devient un organe réellement consultatif, scientifique. Dans le cadre des négociations, le GIEC existe depuis 88. Donc, il y a bien qu'il y a une temporalité qui fait que on doit bosser sur l'adaptation et l'atténuation. Beaucoup de vos actions concernent beaucoup l'atténuation. Quid de l'adaptation? Beaucoup aussi de nos questions de territoire chez nous, quand on est ici dans un cercle, j'ai envie de dire, hyper privilégié, faut se poser la question comment je vais le dupliquer ailleurs. Donc, vous voyez, il y a des agendas de... Un autre exemple d'agenda, puisque de toute la manière l'introduction était sur les villes, oui, prenez l'exemple de la ville africaine. 530 millions d'urbains aujourd'hui, 1,3 milliard dans 20 ans. Ils ont une transition urbaine que vous, personne n'a expérimenté sur Terre. Donc quand moi je discute à un bâtiment qui va être zéro carbone ici, ok, super, je peux avoir une comment dire en français, réglementation thermique, super intéressante, j'ai des matériaux, je peux biosourcer tout ce que je veux. Moi là-bas j'ai un problème de verrou, c'est chaque fois qu'ils construisent un bâtiment, 40 000 nouveaux urbains par jour, et il y a des effets verrou, mais là, toutes les 17 secondes. Donc quand nous on bosse, et là j'arrive à un exemple, avec les villes, on a un énorme partenariat avec gouvernements locaux unis d'Afrique, toutes les villes africaines. Alors c'est super prestigieux, on est même honoré de ce type de partenariat pour des bonhommes comme nous, même si c'est des amis depuis un certain nombre de décennies. Là par exemple avec eux, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour accompagner les villes africaines à avoir accès à la finance climat. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la finance climat? Parce que la finance climat, c'est le plus dur. Plus dur, et ils n'auront pas accès. Ils n'ont pas déjà eu accès au processus, ce qu'on appelait les mécanismes de développement propre ou autre. Et donc, la finance climat présuppose être capable de tracer tout ce que l'on va faire. Et ça, c'est formidable. Alors, vous en avez tous un peu parlé. Moi, je vais employer un mot, alors un acronyme que je vais dire tout de suite. En français, c'est MNV, mesurer, notifier, vérifier. MRV en anglais. Aujourd'hui, on va nous demander de tout mesurer. Et ça, si on ne sait pas le faire, on va continuer à faire à peu près n'importe quoi, mais on doit tout mesurer. Alors nous, c'est déjà acquis. Vous le voyez parce que dans vos métiers, on vous en parle. Il y a des règles, des machins, tout le monde en dit. Mais derrière ça, là-bas, ce n'est pas du tout acquis. Il y a la question de la donnée, de la qualité de la donnée, de l'historique de la donnée, de qui la manipule, de qui la gère, qui la paye, qui l'organise, pourquoi, comment, transparence, confiance, point de suspension, et derrière, moyens. Mais nous, on s'en fiche presque de l'accès à la finance climat dans ce cadre-là. Ce qui nous intéresse vachement, c'est toute la méthodologie qui va faire qu'on peut entre guillemets, les orienter sur une logique beaucoup plus intéressante, là aussi on ne l'a pas trop abordé, du coût-bénéfice. Parce que le coût de la réparation, ils ne l'auront pas. Vous avez compris l'urgence qu'ils ont. Je ne peux pas parler avec un élu d'une ville de 100 000 habitants en Afrique, ou même ici d'ailleurs, au demeurant, sauf qu'ici, dans 10 ans, il sera peut-être à 110 000, sauf que là-bas, dans 10 ans, il sera à peu près à 600 000. J'ai juste un problème d'échelle, et autant ici que là-bas, je dois anticiper. Vous voyez, donc cette logique coût-bénéfice, c'est vachement pertinent, et ça répond aussi à des préoccupations. Si je suis dans le coût, bien sûr, j'ai une chaîne d'intermédiaires, mais si je commence à prendre une espèce de hauteur multiforme, vous voyez bien qu'avec différents acteurs, et même dans le bâtiment, on va pouvoir questionner cette chaîne. Et là, quand on est dans du bâtiment social, par exemple, dans des pays à forte demande, on a des opportunités d'échelle qu'on n'a peut-être pas toujours chez nous, mais pourtant, si on regarde bien, on les a quand même. Donc, cette mesure, cette analyse coût-bénéfice, cette pédagogie, et puis aussi cette capacité, avec ces acteurs-là, d'amener une innovation dans ce qui se fait ailleurs. Parce que l'air de rien, imaginer, par exemple à Agadir ou ailleurs, des territoires à énergie positive, ça paraît de la science-fiction là-bas. Je peux vous dire, chez nous, ça l'est encore un peu. Mais là-bas, mais non, c'est juste une super incroyable opportunité économique. C'est même plus une question d'éthique. Et c'est là aussi un débat qu'on n'a peut-être pas abordé. Parce qu'effectivement, dans certains pays, ça coûte cher. Mais je peux vous dire que là-bas, ça coûte moins cher. C'est ça le paradoxe. C'est que l'énergie, par exemple, prenant l'Afrique, c'est l'énergie la plus chère au monde, avec des problèmes de délestage, de pauvreté énergétique, et ainsi de suite. Donc, le saut de grenouille dont on parle là-bas, mais il est juste une opportunité économique phénoménale. Et moi, je suis encore un petit peu bête ou naïf, mais je crois qu'ici, je ne vois que des chaînes d'opportunités. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a dit dans les intervenants un mot, alors je ne sais pas s'ils l'ont pris de chez nous ou si c'est aussi une génération spontanée. Si c'est le cas, super. Nous, on a plusieurs mots-clés dans notre espèce de vision. C'est transformer les opportunités, les contraintes en opportunités d'agir. Ça, c'est vraiment des mots très clairs. Oui, moi, dès que je vois un problème, nous, on se dit, et c'est ce qu'on fait tout le temps. Alors ça, pour les villes et les territoires, vous voyez que c'est très intéressant. Formation, accompagnement, projet pilote, mesures, mobilisation de financement. Après, un autre exemple de ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est la question de la formation et du bâtiment. Alors ça, c'est super intéressant. Parce que le bâtiment, le bâtiment, chez nous, c'est facile. Il y a des aides quasi partout. L'air de rien, quand vous partez d'un scratch point là-bas, vous devez vous poser la question. Donc là, on doit former des entrepreneurs sur l'intégralité de la chaîne. Alors, sachant qu'ils ont un trésor d'initiatives déjà. Là aussi, c'est une vision un petit peu néo-verticale d'imaginer que, et d'ailleurs, c'est valable chez nous. Évidemment, si on regarde tout ce qui se passe sur un territoire, je peux vous assurer, alors tout à l'heure, ça a été l'exemple avec les designers,
Tiens, il y a l'entreprise juste à côté. Ben ouais, c'est super important, c'est les nexus, c'est comment travailler dans le collaboratif. Alors, c'est des mots qu'on a tous un peu incantatoires, et nous on y croit et on y trouve une rationalité économique. C'est un mot qu'on n'a pas aussi souvent employé aujourd'hui, mais moi je vois que des économies. Je ne vois quasiment nulle part ce surcoût dont tu parlais, même si c'est une réalité. Si je prends chaque pièce du puzzle, ça peut me coûter vachement cher. Si j'ai une approche société de service, si j'ai une approche fonctionnalité, si j'ai une approche cycle de ressources, je ne vois, moi, je répète, je suis peut-être un peu naïf encore, quoique, À que des condition de opportunités pouvoir le économiques. mesurer et le valoriser. Et c'est la Exactement. difficulté. C'est exactement ça. Et tout ce travail-là, c'est peut-être ça dans l'utopie d'aujourd'hui. Si on veut la rendre crédible, je pense qu'il y a le principal changement qu'on doit avoir, c'est de se poser la question comment je vais pouvoir témoigner de la performance. C'est un mot qu'on n'a pas employé. Je pense qu'à des entrepreneurs et du multi-acteur, il n'y a que ça qui existe. Et c'est ce qu'on se dit nous tous les jours, hein. Moi, je me le dis, c'est un peu obsessionnel. Si je ne suis pas en capacité de mesurer la performance de ce que je fais, même une performance éthique que j'assume, on a un outil carbone qu'on a développé qui s'appelle Éthique Carbone. Donc, on met un prix éthique du carbone, pas un prix solidaire. Je ne sais pas ce que veut dire solidarité, parce que la preuve, c'est que ça ne marche pas. Donc, si c'était le trait d'union qui fasse que l'humanité soit un peu plus meilleure, bah, formidable. Sauf que le prix éthique, bah oui, je peux me poser une question, moi, j'accepte de mettre chef d'entreprise pareil, il se pose, même s'il me parle d'économie, bah ouais, mais il se pose aussi un prix éthique. Il se pose aussi un prix d'anticipation. Si je ne me le pose pas, bah, je vis sur une bulle d'opportunité qui ne va pas faire que ma structure se développe dans le long terme. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, mais le bâtiment est un secteur tellement excellent pour toute la chaîne de valeur qu'on veut faire, parce que vous avez toutes les bulles et vous incluez même le citoyen, l'usager que vous pouvez connecter par du mieux vivre, la qualité de l'air intérieur, l'usage fonctionnel, l'énergie, le confort. Et bien vous avez à un moment donné une espèce de coalition, j'aime bien un mot, ça c'est un mot qui me plaît bien, autour d'un usage, d'un service qui est le bâtiment. Stéphane, vous avez raison, même dans nos pays, le bâtiment est la première source de perte énergivore, hein, on le sait bien, et le coût de la rénovation, même par l'extérieur, est colossal. Donc il faut pouvoir financer ça. Et les élus savent bien que c'est une des grosses problématiques, hein, la perméabilité des bâtiments d'aujourd'hui. Alors la question est de savoir, mais moi en vous écoutant, je dis l'Afrique, vous nous dites à la fois ils sont capables de faire des bâtiments à énergie positive pas chère, vous voulez dire par là que la main-d'œuvre est pas chère là-bas? C'est ça que ça veut dire. Il faut traduire. Non, même la technique. C'est même le paradoxe. Même la technique. Ils détiennent toute la technique. Non, pas toujours. Ils ne la détiennent pas en fait. En fait, c'est vraiment des questions de briques. On revient à un puzzle en fait. Je prends l'exemple le Maroc actuellement. Alors qu'ils n'ont pas de politique énergétique. Alors bon, on bosse beaucoup. On est membre de la maison de Tanger, la maison du climat méditerranéen. Parce qu'on est vraiment, malgré le fait qu'on soit une ONG, dans tellement de densité de réseau que c'est presque un peu effrayant parfois. Mais je prends l'exemple du Maroc. Ils ont fait maintenant des grandes installations. Ils n'ont pas de tarif de rachat. Ils n'ont pas de connexion réseau automatique. On pourrait prendre l'exemple du Sénégal. Vous êtes une maison à énergie positive, vous n'avez pas le droit d'injecter dans le réseau. Donc, ils ont quand même des boulets et des verrous qui sont juste waouh, d'accord. Mais prenons l'exemple du Maroc. Ils ont fait plusieurs grosses centrales. Celle de Ouarzazate, par exemple. Eh ben, le prix du kilowattheure électrique et thermique rendu, sans subvention, est moins cher qu'une centrale classique thermique. Donc là, on est dans une logique complètement différente. Et même chez nous, on a tendance à oublier que le modèle économique du plus cher et ou du savoir, il est faux. On a toujours dans un ratio de 1 à 10 le volume de subventions aux énergies fossiles, France compris. Donc, et ça coûte à peu près 6% de PIB mondial. Donc on est véritablement dans un questionnement de changer ce modèle. Et c'est pour ça que l'analyse coût-bénéfice, nous aussi, ça fait partie des choses qui, de manière assez terroriste, on inflige à tous nos partenaires. Parce qu'à un moment donné, si on n'a pas cette vision coût-bénéfice, on est sur des espèces de pressentis qu'on nous impose. Et c'est ça les changements de paradigme dont nous on parle, parce qu'il y a quand même une rationalité économique. Et je reprends l'exemple de Ouarzazate, ils ont des installations qui produisent moins cher que ce qu'on nous on produit au sud de l'Espagne. Donc il y a véritablement un questionnement, parce que ces chaînes, ces briques de valeur, il faut que les entrepreneurs, les acteurs, les universitaires se les approprient. Et peut-être le constat que moi je ferai aujourd'hui pour la construction d'utopie, et là c'est un mot que je m'inclus d'ailleurs bien évidemment dedans, j'ai envie de dire, je crois que c'est aussi le grand moment de la modestie, quoi. On est fatigué de voir ces coalitions d'acteurs qui arrivent, très dogmatiques, et qui nous imposent, on les voit de plus en plus dans les négociations climat. Des nouveaux entrants, on les appelle. Mais ils viennent et ils vont refaire les 30 ans qu'on a passés pour nous réapprendre ce qu'il ne faut pas faire. Waouh, de grâce, prenons cette modestie de la mise en œuvre sur le territoire, questionnons le territoire, les technologies, regardons les coalitions, c'est vraiment un beau mot. C'est pas un vilain mot, et c'est un mot même économique qui a toute une rationalité. Et du coup, quand on fait un choix, posons-nous les 30 secondes avant la question de pourquoi
comment, Et à quel coût? j'ai envie de dire pour qui, et comment on peut le démultiplier. Et là, effectivement, la capacité de la mesure va être le dénominateur commun pour faire le choix. Ouais. Stéphane, une question très pratique. Vous savez que le Maroc construit actuellement la plus grande centrale photovoltaïque du monde. La question est, est-ce qu'ils vont sortir avec une énergie moins chère que les centrales thermiques existantes? On l'a regardé ça? Pour le Maroc, très Ouais. clairement, oui. Alors là, pour le Maroc, Là, c'est je vous donne c'est un Massem. exemple. Ah non, La là, c'est réponse est Massem oui. qui le gère, mais 350% oui. Et mais bien évidemment, c'est pourquoi la Tunisie, par exemple, alors malgré la révolution, c'est pas un des pays maghrébins qui est un des plus engagés sur la transition énergétique. Ils ont une agence qui est vieille, c'est la sœur de l'ADEME, ça s'appelle l'ANER maintenant. Ils ont des sobriétés énergétiques, du labelling, ils ont plein de choses. Pourquoi ils l'ont fait? La facture énergétique leur coûtait 16% de leur PIB. C'était colossal. 16, bah, c'est juste presque une Ouais. insulte. Donc à un moment donné, du coup, et pourtant ils ont quand même des boulets institutionnels. La structure nationale refuse de connecter des installations privées. On est encore dans une logique avec des fragmentations un peu schizophrènes, et pour autant ils ont des processus comme le Prosol, ça rentrait dans le technique, où ils ont contourné le système avec peu d'accès privé au crédit, une fragilité technologique il y a 15 ans, des opérateurs qui facturaient, qui coupaient, qui ne voulaient pas, des banques qui refusaient. Ils ont mis un processus en place, ils ont plus de capteurs solaires thermiques installés qu'en France. Ouais. Donc quand on veut, cette fatalité, je vais vous dire, nous on peut l'expliquer, alors nous et d'autres, hein, tout à l'heure vous disiez, oui, il y a plein de gens qui savent, heureusement, mais il faut que les gens s'adressent aux bonnes personnes. On peut expliquer à tous les acteurs dans leur chaîne comment alimenter cette performance. Mais oui, ça peut être beaucoup moins cher, et ça l'est. Ouais. Il y a un problème de réseau, il y a un problème de blocage à beaucoup de niveaux administratifs, et puis il y a des intérêts particuliers, vous le savez bien, hein, ils sont lourds. Moi, je termine en disant, j'ai un avis très marqué là-dessus. Je considère que nos grandes démocraties comme l'Inde et les États-Unis vont être bientôt très en retard sur la transition écologique par rapport à la Chine. On parlait des normes. Là-bas, il y a 10 ans en Chine, malgré leurs centrales thermiques qu'ils ouvrent à tour de bras parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont en train d'avancer beaucoup plus vite que nous parce qu'ils ont des normes. Et là, on n'a pas à discuter. Il y a 10 ans, déjà, on ne pouvait plus rentrer dans les grandes villes avec un scooter à moteur. Ils avancent très vite. Donc ça veut dire que pour avancer dans la transition, il faut parfois chez nous des normes et chez eux des directives qui viennent d'en haut. Vous n'avez pas le choix. Et on avance plus vite comme ça. Regardez l'Inde, c'est une catastrophe. Elle n'avance pas du tout sur la transition énergétique. On est en situation de survie. Alors heureusement qu'on a des chercheurs qui nous convainquent dans nos pays occidentaux qu'on a raison d'aller dans le sens. Mais dans ces pays-là, c'est beaucoup plus difficile parfois. Je peux qu'abonder. Alors, par contre, sans rentrer dans une géopolitique ou autre, je pense que tous ces acteurs-là, en fait, nous, on les a vus rentrer dans la scène. Alors, les anciens, je pense qu'il y a pas mal ici autour de la table, on les a vus arriver dans la danse, pas avec les mêmes moteurs, et du coup, aujourd'hui, alors, ce sera peut-être la fin qui permettra de faire la transition avec aussi un acteur qui fait du très concret au local, et peut-être même au national, hein, je ne maîtrise pas, mais on les a vus rentrer avec d'autres questionnements. Et je pense qu'aujourd'hui, ce questionnement est vraiment intéressant. On est toujours sur les principes fondateurs au niveau international. Je fais juste un micro-zoom. Ce qu'on appelle les principes de responsabilité partagée mais différenciée. Sauf qu'on a quitté ces grands fantasmes. Alors, moi, j'en suis un peu triste parce que c'était un fantasme moral quand même, qui était quand même utile. Mais aujourd'hui, on est véritablement sur cette logique ascendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va se mettre en place, il faut augmenter l'ambition, il faut travailler sur plein d'autres sujets. Je ne vous raconte pas une belle histoire, c'est pas beau. Mais et oui, mais c'est vraiment pas beau. Mais ce processus ascendant, ceux qui l'ont bien fait, alors nous on ne l'a pas fait en France, vous ne l'avez pas vécu. Pourquoi? Parce que on est déjà des contributeurs nets, on doit réduire. Donc cette espèce de contribution nationale, vous ne la connaissez pas. C'est ce que vous comprenez par le facteur 4, qui n'a jamais été construit par l'ascendant. C'est comme ça. Sauf que dans ces pays, nous on a eu les mains dans le cambouis. Je peux vous assurer, alors même en Chine, on a pas mal d'actions là-bas, parce qu'on a des partenaires taïwanais, chinois, de Hong Kong ou autres. Et très clairement, c'est vraiment intéressant, parce qu'ils se questionnent aujourd'hui sur ce qui est faisable. Ce qu'on leur a demandé de faire, je ne sais pas si vous réalisez, des pays comme le Togo, 0,04% des émissions mondiales, on leur a demandé de réfléchir à comment ils pouvaient faire une trajectoire bas carbone qui contribue à l'atténuation avec c'est irrationnel, mais ils l'ont fait. Non, moi j'ai fait celui du Togo, je 5 mois là. Mais c'est super formidable. On est sauvés. Si le Togo réussit sa transition énergétique, on est sauvés. Oui, les États-Unis, non. Oui, mais non, on est sauvés d'un point de vue moral. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ils vont le tenir. Ils vont le tenir. Ah oui, mais paradoxalement, ils vont le tenir. Alors évidemment, ils parlent d'une centrale charbon, 420 mégas, qui fait fantasmer tout le pays. Mais l'air de rien, mais moi j'ai d'autres peurs quand je vais là-bas. Et c'est pour ça que je vais terminer sur ces peurs-là, et je vais venir après sur la Chine en un mot. C'est que ces peurs-là, elles angoissent ces pays. Quand vous leur parlez de l'utilisation des sols, nous on parle d'huile de palme, blabla, machin, ok, on peut entendre. Mais eux là-bas, dès que vous parlez d'utilisation des sols, c'est famine. C'est bouffe.
Eh ouais, Survie. ici on pleurniche sur 3 migrants. Là-bas, vous allez au lac Tchad, je vais vous dire, allez à la zone Zinder au Niger, c'est eux qui prennent les migrants dans la tronche, dans des zones de survulnérabilité, avec des questions d'adaptation qui sont juste inconcevables pour vous et moi. D'ailleurs, même quand j'y vais, j'arrive même pas à réaliser ce que je vois. Donc, tout ça pour dire que ces pays-là, la Chine économie, l'Inde, effectivement, c'est très surprenant parce qu'il y a 5 ans, elle avait pris un bon virage. Ouais, Elle est en train de se... C'est très surprenant. planté. Mais bon, il y a d'autres choses intéressantes. Mais tout ça pour dire que, quelle que soit la question, on devrait tous arriver à la même stratégie finale. Et c'est ça, ce besoin de coalition, nous les professionnels, on doit vraiment, quand je disais redevenir modeste, on doit apprendre le langage que chacun peut s'approprier. Moi, quand je parle à l'entrepreneur, je ne parle pas du tout de cette grande globalisation parce que sincèrement, ça va le mettre en émotion peut-être quand j'ai un board meeting avec lui et son staff. Mais quand après on parle avec ses équipes, on ne peut pas leur parler de ça parce que le gars, il a une autre temporalité, un autre impératif. Quand nous on travaille avec nos chercheurs, parce qu'on travaille pas mal de chercheurs à droite à gauche, bah évidemment que eux, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de ce global parce que ça va les stimuler pour les publications. C'est bien d'être dans nos publications, ok, dont acte. Mais l'air de rien, il y a quelque chose d'autre. Quand on parle à l'ancien... Oui, et c'est ça qui commencerait à être intéressant, ce que moi j'appelle la modestie, c'est pour ça notre puzzle, c'est que chacun doit se rappeler que finalement, on n'est qu'une part de cet échiquier et que si on ne met pas ensemble ça dans différentes temporalités, eh ben, nos beaux discours, ils sont même un petit peu, j'ai envie de dire, destructeurs quand même. Quoi. Voilà. Merci Stéphane. Vous avez abordé la complexité du problème au niveau international avec des états d'avancement qui sont vraiment très variables. Alors on accueille notre troisième intervenante qui, elle, va nous ramener au terrain de la formation et de la création d'entreprises. Jessica, on descend de la stratosphère et on arrive à la création d'entreprises il y a combien, 4 ans? Oui, c'est ça. Bon, allez, présentez-vous et dites-nous ce que vous faites, c'est intéressant aussi. En tout cas, merci beaucoup. Puis ça tombe bien parce que je sors de 2 ateliers sur le thème de la transition énergétique pour 2 classes de CM2. Donc voilà, très intéressant. On commence tôt. On commence très tôt, oui. Chez Azure Light, on les éduque très très tôt, dès le plus jeune âge. Donc, vous pensez au fœtus bientôt, hein? Une innovation à créer, c'est pas mal. Non, c'est une utopie. Il y a la musique déjà. Hein. Donc, merci beaucoup. Donc, je suis Jessica Pellegrini, la fondatrice de la société Azure Lights. Donc, nous, chez Azure Lights, on développe des outils et des concepts pédagogiques et on travaille principalement sur les sujets de l'énergie. Donc, quand je dis outils et concepts, c'est surtout à travers de la formation, des jeux. Alors, c'est des jeux tangibles ou des jeux gamifiés. Et l'idée, c'est d'éduquer. Donc, on travaille principalement sur 2 domaines, la précarité énergétique et l'éducation. Pour la précarité énergétique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la précarité énergétique, ça concerne toutes les familles qui, à la fin du mois, ont froid, ont du mal à prendre des douches chaudes et choisissent entre manger ou se chauffer. Et nous, on a établi des plans d'action. On accompagne les grands groupes sur ce thème-là pour dupliquer des dispositifs et des dispositifs adaptés à ce type de population. Donc ça, c'est le premier gros volet fort sur lequel on travaille chez Azure Light et où on a notamment un volet R&D où on travaille avec des chercheurs. Et le deuxième volet, c'est l'éducation. On est dans les écoles parce que quand on veut faire passer des messages, il faut passer par les écoles. Et dans les écoles, on développe des programmes d'éducation sur le thème de la transition énergétique pour apprendre aux enfants ce que c'est l'énergie fossile, les énergies renouvelables. On repart de la base jusqu'au chemin de l'électricité. Voilà. Et nous, dans notre façon de travailler, on a souhaité très très tôt intégrer en fait ces notions de développement durable. Au début, je pense que c'est plutôt, je parle pour moi, pour ma personne, c'est plutôt pour mon côté militant. Et après, dans le monde de l'entreprise, on doit le tourner plus du côté business. Donc le développement durable, on l'a intégré dans nos offres commerciales, dans notre façon de penser en interne avec nos clients. Et aujourd'hui, je pense que si les clients reviennent vers nous et si on a une récurrence, c'est justement grâce à cette façon de travailler et à l'intégration de toutes ces notions dans tout ce que l'on propose. Bon, tout ça est très beau, Jessica. Vous m'avez dit que vous avez comme clients les collectivités, les bailleurs sociaux, les fournisseurs d'énergie. Moi, je me pose une question quand je vois créer, je suis d'autres créateurs. Comment s'est effectué le démarrage? Comment vous avez pu financer un démarrage dans quelque chose qui est quand même un peu abstrait? La formation, les jeux à distance, vous ouvrez, je crois, bientôt des jeux à distance équivalent MOOC. Comment vous avez pu démarrer? On dit en général qu'il faut 2 ou 3 ans avant d'arriver à trouver un point d'équilibre au minimum. Alors vous en êtes où et comment vous avez pu persuader
les clients de vous acheter ces logiciels et tout ça? Le démarrage est très dur. Ah, vous confirmez. Je vais pas vous mentir, non, c'est dur. Au début, c'est très très dur. En fait, il faut être persévérant, faut continuer, et puis dès qu'un client vous fait confiance, après les autres suivent. Hmm. C'est une histoire de confiance. Vous avez eu l'EDF comme premier client? Non. Non, j'ai eu Enedis. Ah, bah c'est déjà pas mal d'avoir C'est eu pas mal, hein. Enedis. Ouais, oui. C'est bien, vous avez réussi à la convaincre. Une personne, un décideur? Ah oui, oui. Ah, en général, on en parlait. Hein. C'est quelqu'un à la direction Hein? qui a dit on y va. Ah ouais. Ah bah c'est bien. J'ai convaincu RTE, Dalkia, RTE, Engie Cofeli. Ils sont tous avec moi. tous. C'est Vous déjà êtes- énorme. Vous êtes presque en situation de monopole, je vais vous dénoncer là. Hein. Oui. Je pense que vous devez avoir quelques concurrents quand même. Hein. Ah bah, Non vous mais verrez. bravo. Bravo Mais c'est- d'avoir. Alors, Mais- dites-moi, où vous en êtes où et quels sont vos projets? Comment vous continuez dans le développement durable? Vous vous étendez géographiquement? Comment vous faites là actuellement? Alors, on est très présent dans le 06. Au niveau des formations, on peut couvrir la région PACA. C'est pour ça maintenant aujourd'hui qu'on passe dans le numérique parce qu'on a eu des réclamations d'autres régions et on ne pouvait pas. On est une petite équipe donc on ne pouvait pas. Trois salariés? Quatre. 4 salariés. Et on ne pouvait pas du coup donc aller donc dans les autres régions. Donc fin 2017, on a travaillé sur des projets digitaux qui vont être en ligne dans un mois. Et ça va nous permettre du coup d'assurer des formations toujours autour de la gamification dans notre domaine sur Un l'énergie. joli mot français, la gamification. Hein. Ouais. Ah oui. Et de pouvoir donc déployer nos offres sur les autres territoires. Ah oui. Donc ça c'est 2018. Vous avez des infographes extérieurs qui vous font ça, c'est des prestataires extérieurs. Vous n'avez pas développé ces jeux en interne. Ah si. Si vous aviez les compétences pour développer tout ça, bravo. J'ai pris la compétence pour le développement et après tout ce qui est graphiste, tout ça, bon la personne principale vous l'avez en face de vous et après j'ai mes équipes qui prennent la relève. Très bien, Voilà. très, très bien. Donc vous développez partout en France, c'est bien. Et vous avez atteint votre point mort d'équilibre entre les coûts. Vous avez des subventions ou pas? Non, Aucune subvention? on fait du chiffre. Du chiffre? C'est étonnant hein, dans le développement durable. Oui, oui. Ben, c'est ce qui assure le développement durablement, hein. Quand même. Sous réserve la trésorerie suivante. Alors en fait, notre force c'est il y a le côté formation, mais on a le côté jeu. Donc on a du produit. Oui. Et donc du coup, on se retrouve à faire un équilibre entre les deux. Je ne vends pas que de la formation. Ah oui. Ben, je vous propose un escape game là-dessus, hein, parce que c'est très à la mode sur l'énergie. Vous sortez pas tant que vous n'avez pas trouvé toutes les réponses énergétiques de la D'accord. pièce. Hein. L'escape game. Bon, quelque chose à rajouter? Je crois qu'on a tous compris clairement. Et en gros, je vous pose la question, les grands concurrents, il y a des grandes sociétés qui font la même chose que vous? Alors si on sépare en fait mon activité si on la segmente, en fait oui, on va trouver des concurrents dans la formation, dans le jeu. Puis après, bon, moi la concurrence, ça me dérange pas. C'est ce qui Ouais. nous permet d'innover. Vous avez quand même joué à la proximité, le 0,6. Oui. C'était le moyen de démarrer, hein, quand même. Le coefficient proximité, c'est souvent ce qui permet de démarrer. Je vous Voilà. arrête juste une seconde, une question ici. Allons-y. En fait, elle est très basique. Ma question, c'est, comme vous êtes assez jeune, j'aurais aimé savoir quel était votre parcours, mais en tant que votre formation étudiante, voilà, en Alors, quoi et... Moi, je viens d'un double cursus, droit et sciences politiques. Et comment j'ai atterri en fait dans cette structure, c'est un projet sur la précarité énergétique que j'ai construit, qui a duré 4 ans. Et donc ça a été un projet qui était la base en fait pour accompagner, identifier ces familles. Et c'est ce projet-là qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai basculé dans l'entreprise. Droit Sciences Po, niveau quel niveau? Bac plus 5. Bac plus 5, master. Ouais. Master, oui. C'est important de le dire. Oui, bravo, bravo, félicitations, Merci. parce que les créateurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vous donne une piste. L'autre jour, il y a un an, au Conseil économique et social à Paris, il y avait une excellente présentation et il y avait un des directeurs de l'EDF que je suis allé voir. Vous savez que les salariés de l'EDF consomment en moyenne, puisque l'électricité leur est quasi gratuite, 50% de plus que la moyenne nationale par foyer. Elle est gratuite. Je suis allé voir le directeur, il m'a dit « Oh, j'ai dit, la précarité pose problème. Imaginez que tous ces salariés acceptent de rétrocéder 20 ou 30% de leur surconsommation et s'engagent à la réduire. » Ils m'ont dit « Je ne peux pas toucher à ce privilège. » On parlait des blocages. C'est génial ça, c'est une bonne idée. Ah ben oui, mais elle va rester dans les cartons parce que ça n'alimentera pas la précarité.
Ah oui. J'ai pas réussi à le convaincre. Je pense que oui. Non, mais la précarité est un véritable problème énergétique, c'est vrai. D'autres questions sur la réussite de... C'est pour moi. Que je connais très bien, Jessica, que je vais poser des T'as une questions. question, Nathalie? Non, c'est pas à toi, parce que je connais très bien. Je voulais juste réagir à votre introduction où vous disiez que c'était que les grosses sociétés qui s'engageaient dans le développement durable et parce qu'il y avait des contraintes. C'est pas forcément vrai, parce qu'il y a quand même de plus en plus de petites entreprises. J'allais dire, moi j'ai des TPE, PME qui sont impliquées. Quand elles ne s'impliquent pas, c'est une volonté, c'est le chef d'entreprise, entre guillemets, qui est rétrograde et qui va faire aucun effort, que ce soit dans le développement durable, dans le management ou dans repenser son entreprise. Voilà. Tous ceux qui sont moteurs du développement, ce n'est pas une histoire de taille, c'est une histoire d'ouverture d'esprit. Mais, chère madame, vous avez raison, mais si vous êtes patron propriétaire, c'est vrai. Moi, j'ai été patron salarié, mes actionnaires m'ont dit, ça rapporte rien, il n'en est pas question. J'ai eu du mal à faire passer la 9001 déjà. Parce que ça rapportait rien, parce que mes clients ne la demandaient pas. La question est là. Quand vous êtes patron propriétaire, vous pouvez même faire de la pseudo-philanthropie. Pseudo-philanthropie et dire, j'investis là où je veux. Mais quand vous êtes sous les ordres d'actionnaires, vous n'avez pas le choix. Oui, mais dans les TPE, PME... A priori, sont propriétaires. A priori, sont propriétaires. Après, c'est la mentalité et l'ouverture d'esprit, comme je vous dis, du dirigeant. Voilà. Mais c'est à tout niveau. C'est pas que sur le développement durable. En général, on s'aperçoit que c'est un peu partout. C'est un peu partout. Tous les domaines dans sa gestion c'est vrai, même passage au numérique, si le patron ne veut pas, 2/3 des PME ne passent pas assez vite au numérique. On le sait bien. On est d'accord. Et le numérique nous pose un problème de développement durable. Et là, monsieur Londex, qui est là dans Orange, j'ai envie de le provoquer en lui disant, est-ce qu'on a besoin de la 5G qui va nous faire encore chauffer tous les serveurs dans le monde entier? On en est à la 4 et on va passer à la 5. Parce que tu me provoques. Mais de fait, un des enjeux des déploiements des infrastructures numériques, des réseaux, qui sont, c'est vrai, assez consommateurs d'énergie, on a parlé récemment sur les bitcoins, par exemple, où ça coûtait extrêmement cher, tout le processing qu'il y a derrière. Et la 5G, une des particularités de la 5G, c'est pas que ça va aller encore beaucoup plus vite, c'est que ça va adapter la puissance d'émission à la bande passante à l'usage que l'on en a. C'est-à-dire qu'en fonction... Si c'est quelque chose, si c'est un petit capteur qui a besoin de peu de puissance, on lui donnera uniquement un peu de puissance. Donc c'est une meilleure adaptation du réseau aux usages. Donc il y aura des usages grand débit, ce qui veut dire à la fin une consommation d'énergie mieux réglée. Parce qu'aujourd'hui, sur les 3G, 4G, quel que soit l'usage, on a la même bande passante et la même puissance d'énergie. Donc quelque part, on travaille aussi sur la maîtrise de l'énergie dans la 5G. Bonne objection, mais nos besoins en énergie continuent de croître à une vitesse phénoménale. Et on voit les 2 milliards ou 3 milliards de smartphones et autres consomment de plus en plus. Et pas que ça. Donc, ouais, plus ou moins. Non, mais attendez, c'est par le nombre. C'est par le nombre. On dit qu'on réduit la consommation de pétrole automobile, mais le nombre des voitures continue d'augmenter à vitesse grand V. Vous le savez bien. Non, mais c'est par rapport aux serveurs et autres. Chaque mail représente, je crois, vous l'avez vu, ça, à peu près 25 km de voiture. Chaque mail qu'on envoie, moi j'en ai 10 000. Je suis en train de les enlever de mes dossiers parce que je me rends compte qu'on est extrêmement énergivore dans nos utilisations. Et il y avait un article que je vous ai passé là, passionnant, qui est extrêmement pessimiste, disant qu'aujourd'hui c'est beau l'électricité, c'est beau de passer à la voiture électrique, mais comment on recycle les batteries et on ne va pas intégrer tout l'amont de la construction de ces batteries. Parlons pas du démantèlement nucléaire, ça c'est encore autre chose. Ouais. Je vais me permettre de prendre la parole parce que du rôle d'animateur, on devient d'un rôle vraiment d'affirmation, ce qui devient un peu fort. Je prends la parole au titre d'une petite association Initiative France qui aide en gros 16 000 entreprises par an à s'installer avec des créateurs jeunes. Les créateurs jeunes, aujourd'hui, et en particulier les initiatives remarquables, dont fait partie Jessica, je suis assez clair sur ça, sont des gens qui intègrent dès leur pensée de création le développement durable. Pour eux, c'est naturel. Il y a un vrai effet de génération aussi. Ce que vous avez présenté sur l'association Énergie 2050, dans les pays africains, même développement, le jeune entrepreneur aujourd'hui se positionne complètement autrement. Donc l'optimisme, pour moi, est certain. Et c'est vers là qu'il faut s'orienter sur la confiance profonde dans la nouvelle génération qui monte et qui regarde les projets autrement. Et Jessica, pour moi, en est l'illustration majeure. Alors félicitations Jessica, Merci. Je me permets d'être en total désaccord avec vous. Je suis Initiative Nantes et je suis 3 créateurs.
est le plus jeune et le moins concerné par le développement durable. Et il est restaurateur. Malheureusement, ce n'est pas un problème générationnel. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il va passer l'année? Oui, parce qu'il a une excellente gestion, pas de problème. On peut très bien passer l'année sans développement durable. On le sait bien, ça n'a rien à voir. Donc, je suis Initiative Nantes, je connais bien aussi ces problématiques de gestion. Mais ce n'est pas forcément du développement durable. On peut ça devient la majorité des projets. Et moi, je vous dis, c'est pas. J'ai encore 2 de mes entrepreneurs qui me disaient aujourd'hui, j'ai des jeunes générations qui jettent les papiers à la corbeille et qui ne les trient pas. Et je suis très inquiet. Ça n'a rien à voir avec le générationnel, à la différence du numérique. Excusez-moi, c'est pas ça le développement durable. Le recyclage, en fait partie. Ça va beaucoup plus loin. Ah, mais on est d'accord. Mais je vous donnais cet exemple. Mais le recyclage. Oui, mais moi, j'aime pas quand on prend des exemples comme ça. Prenez les exemples des pays du Nord. Vous croyez pas que prenez les exemples des pays du Nord. Le recyclage, il y a 6 poubelles et on paye au volume que l'on rejette. Et vous croyez pas que c'est important? Moi, je voudrais que toutes les communes passent aux déchets pesés. Et vous savez qu'on réduit de 20 à 30% automatiquement, n'est-ce pas, monsieur l'élu? Non, pas encore, mais bientôt. Il est parti. Non, mais pesez vos déchets et vous les facturez. Pesez vos déchets et toutes les communes qui sont passées ont vu leurs déchets baisser de 20 à 30%. Si les gens ne mettent pas leurs déchets ailleurs. Ah, chez le voisin. Mais ça, c'est pénalisant. Non, mais ça, c'est... Oui, mais là, c'est une réflexion de Français, pas de Scandinave. Mais là, pour l'instant, on est obligé de réfléchir à dans un environnement. Je ne sais pas si on entend. Quand tu fais du durable, c'est du durable là où tu es, à l'instant où tu es, et pour prévoir ce qui va se passer. Nous, on n'est pas effectivement en Suède ou dans le Nord. Et effectivement, le développement durable, ce n'est pas que le recyclage, c'est de prévoir avant qu'il y ait du recyclage, avant qu'on ait à faire tout ça. Mais dans tout ça, vous comprenez, Anne-Laure, le problème, c'est que de temps en temps, il faut imposer des normes. Et si vous n'imposez pas des normes et des règles, c'est pas naturel que chacun aille aux 5 poubelles et aille trier correctement. C'est pas naturel pour beaucoup. Excusez-moi, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je voudrais réagir sur ce que tu as dit tout à l'heure et appuyer sur ce que disait Nathalie. Bon, j'étais responsable qualité d'une grande société de semi-conducteurs pendant plusieurs années et je suis absolument convaincu que les gens qui font un effort et instillent dans leurs entreprises un effort sur le plan de la qualité, de l'environnement, du développement durable, etc., améliorent leur performance. Le problème, c'est de le mesurer et de le prouver. Oui, c'est une conviction. Mais malheureusement, c'est les outils de mesure qui manquent. On le touche du doigt quand on est dans des positions comme ça. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui peuvent réagir. Il y a une autre intervention. Juste 2 chiffres justement qui peuvent aider à cette mesure-là. Le premier vient de la commission Business et Développement Durable qui est liée aux Nations Unies, mais aussi portée par des chefs d'entreprise, qui a estimé d'ici à 2030 à 12 000 milliards de dollars par an les opportunités commerciales du développement durable. Donc ça peut aider, je pense, les actionnaires à voir un peu plus loin. La deuxième chose, c'est un rapport de France Stratégie qui date de 2016, bon, ça a 2 ans, qui a estimé, donc qui a fait une étude sur 8500 entreprises en France, dont des PME, et qui a montré que les entreprises qui mettaient en place des pratiques de responsabilité sociétale avaient une performance 13% supérieure à celles qui n'en faisaient pas. Donc je pense que les chiffres sont là aussi pour nous aider. Et pour des exemples peut-être plus concrets que des études, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Il y a eu 2 grosses initiatives locales, Performance Globale 06 et Performance Globale PACA Est, qui ont accompagné des PME et des TPE dans leur stratégie de responsabilité sociétale. Je pense que vous pourrez en parler mieux que moi, qui ont été accompagnées donc par CORCAP et qui toutes ont trouvé de l'intérêt dans cette démarche-là. Certaines ont pu avoir accès à des marchés publics qu'elles n'auraient pas eu si elles n'avaient pas eu cette réflexion qui est vraiment globale. D'autres ont développé de nouveaux services, c'est le cas de Help qu'on connaît. Donc les initiatives sont concrètes et sont porteuses de valeur au sens large. Donc je suis beaucoup plus positive que ce que j'ai Vous avez raison, simplement dans la responsabilité sociétale, vous intégrez aussi le bien-être des salariés au travail qui sont toujours
toujours beaucoup plus motivés. Il ne faut jamais l'oublier. La parité qui progresse, et il y a eu des études qui ont montré que si on atteint 30 ou 40% de femmes au poste dirigeant, on a un bien meilleur résultat financier. Donc il y a des études qui le prouvent. Mais la RSE recouvre en partie le développement durable, mais pas totalement. C'est la contribution au développement durable, la RSE. Voilà. Je dois me permettre un remerciement à vous, à nous, collectivement. Je reviens à la dimension de l'éducation. On voit bien qu'on a un super niveau d'éducation, donc il y a un bel effet générationnel malgré tout sur les niveaux d'éducation. Donc face à la gestion de la complexité, on voit la hybridation des parcours, des formations, des statuts. Alors, je suis élu en tant que président d'association de groupement d'associations environnementales du 06. Vous me prêtez un destin qui ne me déplaît pas du tout, hein, puisque mes prédécesseurs ont été élus, donc voilà, je veux bien. Donc je voudrais justement, un des précédents, justement, on parlait de l'utopie qui me semble être très mobilisatrice. Donc encore une fois, ça va dans ce remerciement. Je voudrais justement citer l'utopie de Sophia, qui est très cher à Pierre Lafitte. Hein, donc on lui doit quand même cet accueil et ce pourquoi, à mon avis, on est quand même là. Et avec une petite citation d'Agnès B. Antiboise qui dit qu'elle veut l'imagination au pouvoir. Donc je pense qu'on est là, on voit bien. Et ça m'incite justement avec ces deux notions-là, c'est qu'on pourrait passer du workshop au barcamp, parce qu'on a envie tous de participer et de s'hybrider. Donc merci pour cette utopie, cette poésie, cette émotion, grâce à vous, parfois qui vire à l'électrochoc et à la claque. Parce que là, on est quand même pris d'émotion avec notamment Énergie 2050 et puis Azure Light. Et notamment cette reliance avec nos compatriotes humains planétaires, nos voisins africains, nos voisins allemands, nos voisins de Grasse, qu'on a cités. Excusez-moi, je ne veux pas être long, mais c'est vrai qu'on retrouve tout, et notamment la dimension temporelle, pour ne pas parler de la dimension spatiale que je viens de citer, mais avec ces différentes temporalités qui peuvent être des freins. On voit bien la temporalité de la recherche, de la négociation, la temporalité des entreprises, des élus, des citoyens, consommateurs, parce que les consommateurs sont citoyens, mais sont également élus, entrepreneurs, enseignants, étudiants. Donc on voit bien qu'il y a des fameuses briques d'action entre nous. Et donc cette dimension, au-delà des dimensions temporelles, cette dimension d'écosystème, avec ces briques d'action. Et je reprendrai alors la question de l'open source dans les ateliers précédents. On voit bien qu'on a besoin de se hybrider, l'open data, et notamment la fameuse métaphore de la biologie, avec cette idée de la métaphore de la fourmilière, où on a à s'hybrider et à dédier nos tâches. On voit bien que la recherche, au-delà de l'espionnage pour anticiper le recyclage des déchets, ça pourrait être aussi une contrainte peut-être à l'impact environnemental des entreprises qui produisent des smartphones, d'avoir obligation de soumettre ou de communiquer leurs avancées technologiques par rapport à l'impact qu'ils vont avoir futur. Enfin bon, bref, c'est la chose là-dessus. Et pour terminer, donc la question de la coalition dont parle. Et moi, ce dont je vois et ce dont je m'aperçois, c'est la dimension aussi de congruence. Hein, donc on voit bien que tout le monde est gagnant, et voilà. Merci en tout cas de m'avoir laissé ce temps. Et bravo pour votre discours. Vous êtes prêts pour rentrer à l'Académie française. En tous les cas, bravo. merci à vous. Vous êtes formidables parce que vous avez fait ma conclusion. Ah non, mais je ne vais pas en dire plus. Vous l'avez préparé ensemble, non Voilà, j'aurais pas fait mieux. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Excellente conclusion. En fait, un truc que j'avais oublié de dire, c'est que des fois, si vous avez envie d'aller dans le développement durable, pensez à aller voir les laboratoires, parce qu'en fait, petit à petit, ils ont peut-être déjà développé plein de choses qui sont simplement pas encore sur le marché. Et ça, c'est vrai pour les grandes entreprises comme pour les PME. Et les différents services valorisation et recherche et avenir font le lien avec les laboratoires, justement pour pouvoir prendre connaissance de ces différentes pistes de recherche. Et Stéphane voulait prendre la parole. Mais ça va être très rapide, parce que je pense que le débat qu'il y a eu là témoigne justement de... Alors, je vais être hyper provoquant, mais c'est bien aussi, juste avant d'aller manger, de ce qu'il ne faut pas faire.
Parce qu'en fait, on cherche systématiquement... non, je vais conclure. Le dernier débat sur les grands, les petits, les machins, les trucs. Parce que, très clairement, il y a un foisonnement d'initiatives aujourd'hui. Et en fait, en les opposant, on oublie exactement ce qui doit se mettre en place. Et du coup, moi, par exemple, j'ai même des problèmes avec les générationnels, les machins, parce que ça ne tient pas la route. L'expérience du quotidien nous montre souvent l'inverse. Donc, soit on se dit qui dit vrai, qui dit faux. Donc, cette phase de modestie, c'est qu'aujourd'hui, l'utopiste doit avoir les pieds dans le projet. Comme ça, ce sera aussi un élément de synthèse qui n'a peut-être pas été dit par monsieur. C'est que si le gars, il n'a pas les mains dans le cambouis, c'est super beau, il nous fait un peu rêver, mais il ne tient pas la route 2 secondes sur le marché. Le marché, qui soit d'ailleurs intellectuel, recherche, enseignement, produit, projet, service. Et c'est ça qui est vachement important. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, puisque c'était le mot de l'atelier, de notre petite table ronde, une utopie qui a du sens, et on y croit, sinon vous vous doutez bien qu'on ne ferait pas ce boulot depuis un certain temps, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne du plaisir dans le cambouis. Et là, il y a une personne qui est avec nous, qui vient là sur les projets de fermes hybrides ou hautes ou complexes. Si vous n'avez pas les mains dans le cambouis, vous allez embêter tout le monde, quoi. Parce que les vrais praticiens, on n'en veut plus. Donc c'est ça que je voulais dire comme mot de la fin, pour moi, c'est chaque fois qu'on se pose une question d'une utopie, c'est pourquoi, comment, pour qui, avec qui, oui. Et si on n'a pas ces réponses-là, il faut qu'on repose la question, c'est qu'elle n'est pas bien posée, quoi. Et ça, si on se le pose tous, dans nos métiers différents, sincèrement, c'est super agréable. Et je vais vous le dire franchement, et ça rejoint un peu ce qui a été dit déjà, en plus, vous prenez un pied fou, quoi. Parce que ça fait du bien, même pour nous-mêmes. Donc du plaisir à patauger dans la boue. Oui. J'allais confirmer, Jessica. Nous on a les mains dans le cambouis tous les jours. Et on y prend du plaisir. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Anne-Laure, Stéphane et Jessica pour vos apports. Merci Michel d'avoir animé cet atelier. Merci à monsieur d'avoir fait la conclusion. Vous avez synthétisé ce workshop.